tellement la préparation de ce qui se passe aujourd'hui et de ce qui s'est passé hier a demandé d'énergie, de ruse et d'intelligence partagée. Voilà, alors merci tout d'abord à Jacques Rancière d'avoir accepté cette invitation, qui est d'abord l'idée, le rêve, on va le dire comme ça, d'étudiants aixois qui ont émis cette idée. On rêve d'inviter Jacques Rancière, mais on ne va pas y arriver et il ne voudra pas venir. On leur a dit, il suffit de lui demander, vous verrez si l'impossible est celui que vous croyez. Et Jacques Rancière a très gentiment accepté de venir, a rencontré 300 personnes hier avec une très très large majorité d'étudiants dans un dialogue qui a été très dense, me semble-t-il. Alors, premier remerciement, Jacques Rancière, bien sûr, d'être présent parmi nous. On ne fera pas tout le tour de ce que vous pensez, mais on va essayer de dire pas mal de choses. Alors ensuite, les remerciements vont bien sûr aux amis du monde diplomatique d'Aix-en-Provence, à l'association Anthroposphère, qui est le bureau des étudiants en sciences sociales de la faculté d'Aix-Marseille, Aix-Marseille Université. Les remerciements vont également personnellement à Danny Bruet, qui est en train de filmer, vont aussi à Fabio et Julie, qui ont travaillé à souhaiter l'invitation, mais aussi à interroger hier Jacques Rancière. Des remerciements personnels et de la part de nos associations à Marie Batou, qui nous a permis d'avoir la salle aujourd'hui, à un moment où on était un peu perdu. Et un remerciement aussi d'accepter d'échanger avec Jacques Rancière sur la partie qui portera sur le besoin, la possibilité d'une éducation populaire que l'on ne définit pas forcément de la même façon. Donc voilà pour les remerciements. Alors pourquoi cette invitation? Pourquoi vous? Et quel est le plaisir qu'on peut avoir d'interroger quelqu'un qui a une très 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 longue bibliographie que j'aurais du mal à résumer. Jacques Rancière est professeur de philosophie émérite à Paris 8. Il a commencé sa carrière philosophique avec Louis Althusser, philosophe marxiste bien connu, dont il s'est détaché, on pourrait dire, dont il s'est un peu émancipé, beaucoup émancipé ensuite. Il est connu pour des ouvrages divers comme La nuit des prolétaires, qui a été la conséquence de sa thèse, il me semble, sur les utopies ouvrières du début du XIXe siècle, des ouvriers saint-simoniens. Il est aussi très connu, et on va avoir l'occasion d'en parler, pour le maître ignorant, Joseph Jacotot, un exemple et une base pour parler de l'intelligence que l'on peut postuler comme égale pour tout individu. Ensuite, tout un tas d'autres ouvrages. On ne peut même pas les dénombrer tellement il y en a. Des ouvrages plus connus que d'autres, comme La haine de la démocratie, comme La mésentente. Et on ne peut que vous engager à lire Jacques Rancière. On ne fera pas le tour en 2 heures. Le tout dernier est un essai sur Tchekhov. Il est là, sur une table. Vous pouvez l'acheter et le faire dédicacer à la fin. Ce n'est pas le but de la rencontre, mais ça peut être un plaisir de la rencontre que d'avoir une dédicace de Jacques Rancière. Bien, alors, par où commencer une première question qu'on souhaite vous poser, qui est en fait une question multiple. Il y a dans la salle des gens qui vous ont lu, des gens qui vous ont moins lu, des gens qui vous connaissent bien, des gens qui vous connaissent moins bien. Donc on est obligé de commencer par vous demander de donner quelques éléments sur des concepts, des directions qui sont essentiels pour comprendre ce dont on parle quand on parle d'émancipation. Alors la première, peut-être, ce dont je parlais tout à l'heure, c'est que vous reveniez sur la question du postulat de l'égalité des intelligences. Je me rappelle d'une émission de Laura Rahim, une excellente émission de Laura Rahim, Les idées larges. Elle avait osé titrer sur « Il ne faut pas prendre les gens pour des cons ». Je ne sais pas si vous avez validé le titre.
Voilà. Mais en tout cas, il y a de l'idée là-dedans. Alors, postuler l'égalité des intelligences, en quoi, pourquoi, et puis surtout quelles conséquences. Bon, ok. Donc, bon, rappelez donc. Rappeler quand même un petit peu bon l'historique de la chose à savoir que bon donc Jacques Otto est quelqu'un qui a été voilà, qui a disons été fait un tas de métiers sous la Révolution française, qui a appris un tas de choses, enseigné un tas de choses, qui s'est donc retrouvé à un moment donné bon exilé en 1815 après le retour des Bourbons, disons qui a été ensuite enseigné un certain temps en Belgique avant de rentrer en France après 1830. Voilà bon quelqu'un qui bon toute une expérience aussi de la Révolution, à savoir d'un moment où les gens se sont donné toutes sortes de capacités qu'on ne leur soupçonnait pas. C'est-à-dire la Révolution française, disons, c'est pas le moment où on coupait la tête des gens, c'est d'abord le moment où un tas de gens sont découverts des capacités, bon, tout à fait étonnantes, bon, et qui étaient, pas soupçonnées, quoi. Bon, ça c'est le premier point. Deuxième point, c'est que, voilà, c'est quelqu'un qui intervient dans les années 1820-1830, donc à un moment où les gens se disent, il faut instruire le peuple. Il faut instruire le peuple parce que, bon, malgré tout, il y a une coupure, il faut que le peuple en sache un peu, pas trop, mais un peu quand même, pour qu'il y ait un peu de cohésion sociale, quoi. Et bon, et Jacques Otto est quelqu'un qui arrive là-dedans en disant, bon, tout votre truc, votre histoire de instruire le peuple progressivement par une bonne méthode, tout ça c'est de la blague. Ça c'est de la blague, ça ne fait que reproduire indéfiniment un système inégalitaire, c'est-à-dire on promet aux gens, disons que lorsqu'ils auront bien écouté le maître, lorsqu'ils auront suivi toutes les étapes du processus, ils viendront les égaux du maître, et ainsi de suite. Mais non, à chaque fois, en quelque sorte, bon, il y a le pouvoir du maître qui se reproduit, donc chaque pas supposé vers l'égalité est une reproduction de l'inégalité. C'est-à-dire qu'une inégalité, c'est pas simplement des mesures, quoi. C'est pas des mesures, non, ce sont des manières de faire. On vit dans un monde où, disons, même la promesse d'égalité donnée à l'élève s'inscrit dans un monde d'expérience qui est structuré par l'inégalité elle-même. Donc, je dirais qu'il ne s'agit pas simplement il s'agit pas de combler des distances, de donner accès, comme on dit souvent, non. Il s'agit, en un sens, de changer de monde, quoi. De changer de monde, c'est-à-dire, non pas de partir toujours du même postulat, à savoir, les gens ne savent pas, donc il faut leur apprendre, mais partir du postulat inverse, à savoir que, premièrement, ils ont déjà appris un tas de choses, et que, deuxièmement, ils sont capables d'en apprendre d'autres par la même méthode. Bon, c'est un petit peu le grand argument de Jacques Otto, à savoir, la question du fait que les enfants ont appris tout seuls la langue maternelle. Ils ont appris tout seuls la langue maternelle, simplement comme ça, en écoutant, en se rappelant, en comparant, en établissant toute série de rapports, et puis petit à petit, ils étaient capables de l'appareil eux-mêmes, sans que personne ne leur ait jamais appris. Et puis, ils vont à l'école, et tout d'un coup, à l'école, on leur dit, vous savez rien, donc il faut apprendre petit à petit, par la bonne méthode, du plus simple au plus complexe, et à ce moment-là, tout s'embrouille, quoi. Donc, disons que l'idée fondamentale de Jacques Otto, c'est qu'il faut donc partir, non pas, disons, de situation d'ignorance ou d'incapacité, mais au contraire de la situation de capacité ou de la situation de capacité qui est toujours déjà à l'œuvre. Donc, égalité des intelligences, ça veut dire quoi? Ça veut dire précisément que ça ne veut pas dire toutes les intelligences peuvent faire, disons, à un moment donné, toute la même chose, tout se vaut, bon, la bonne copie, la mauvaise copie, tout ça c'est pareil. Non, c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout qui dit, quoi. C'est-à-dire que bon, il faut présupposer, parce qu'on en a eu la preuve, on l'a vu, notamment avec l'exemple de la langue maternelle, avec toutes sortes, disons, d'expériences pédagogiques un peu paradoxales, quoi, où on apprend aux gens sans leur apprendre rien, quoi. On a vu que, disons, il y avait une capacité, qui était la capacité, on peut dire, de n'importe qui qu'on pouvait présupposer chez n'importe qui. Et bon, c'est ça dont il faut partir, c'est ça, à savoir cette capacité. Alors, on n'en part pas encore une fois comme à une chose dont on croit établie matériellement, non, et c'est pas une question de mesure. On croit qu'on peut construire finalement quelque chose comme un autre monde intellectuel sur la présupposition inverse de la présupposition habituelle, à savoir la présupposition qu'il y a une capacité égale de chacun, de chacune à apprendre. Et bon. Bon, donc l'égalité, c'est pas un fait, c'est un principe, et en même temps, bien sûr, c'est une pratique. C'est-à-dire que cette présupposition qu'on prend, il faut la vérifier. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que fondamentalement, on est dans une situation d'expérimentation.
Et donc, égalité d'intelligence, bon, c'est d'abord en quelque sorte une maxime pour l'action, un peu comme les maximes de la morale kantienne, quoi. C'est-à-dire que voilà, on présuppose quelque chose et puis on se donne la tâche de la vérifier. Donc de voir en quelque sorte pas simplement ce qu'on peut apprendre à des gens, parce que le problème n'est pas que les gens apprennent plus, c'est pas une question encore une fois quantitative, c'est une question de développer une capacité des gens à apprendre par eux-mêmes et de développer finalement, on peut dire, une forme du monde commun qui soit basé sur l'égalité. Donc, on peut dire un monde commun quand même en contradiction avec le monde commun officiel, normal, ordinaire, ce qui fonctionne, qui est toujours fondé sur l'idée qu'il y a ceux qui peuvent pas, ceux qui savent pas, et bon, éventuellement ceux qui savent, ceux qui peuvent, s'ils sont braves, ils aident les autres, voilà. Et donc, c'est pas ça, dit Jacques Otto, finalement. Bon, donc, on peut apprendre même ce qu'on ignore. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on produit des effets de savoir, mais aussi des effets en quelque sorte, de démonstration de capacité chez des gens à qui, par ailleurs, on n'a rien appris, rien expliqué. Alors, j'enchaîne sur l'égalité. Si on vous suit, il en découle une conception de la démocratie qui n'est pas celle qu'on donne habituellement. La démocratie, c'est pas un régime politique, c'est surtout pas la démocratie représentative. Ça n'est pas non plus la démocratie selon Tocqueville, c'est-à-dire l'égalité des conditions. C'est l'égale capacité de chacun d'exercer le pouvoir. Non, c'est pas l'égale capacité de chacun d'exercer le pouvoir. Disons, c'est le pouvoir des égaux en tant qu'égaux. Donc, c'est pas le fait que chacun peut être président de la République. Ça, c'est encore le système de l'inégalité, à savoir, bon, il y a des bonnes places, et n'importe qui, éventuellement, peut être capable, s'il est un peu malin, s'il se pousse un peu. Non, c'est pas ça. Ça n'a évidemment aucun intérêt. Non, la démocratie, c'est le pouvoir des égaux en tant qu'égaux. Bon, ça a l'air un peu bébête et anodin cette affaire-là, mais ça l'est pas du tout. Enfin, parce que ce que ça veut dire, le pouvoir des égaux en tant qu'égaux, ça veut dire quand même que c'est un pouvoir très très singulier. Parce que normalement, disons, tout pouvoir en quelque sorte se fonde sur le fait que, justement, il y a des gens qui ont une capacité supérieure à des autres, ou une position supérieure à des autres, et qu'en quelque sorte, le pouvoir est comme la conséquence naturelle de supériorité qui existe déjà, quoi. Bon, c'est une affaire qui remonte à Platon, dans les lois. Platon examine justement un peu tous les titres qu'on peut avoir à exercer le pouvoir. Alors, il y a des titres qui sont évidents, quoi, à savoir les anciens sur les plus jeunes, les parents sur les enfants, ceux qui savent sur ceux qui savent pas, les aristocrates qui sont bien nés sur les gens qui sont mal nés, et ainsi de suite. Donc, il y a toute une série de critères évidents qui, en quelque sorte, distribuent déjà les positions par avance. À savoir, il y a ceux qui sont malgré tout faits pour gouverner, et puis il y a ceux qui sont faits pour être gouvernés, quoi. Et puis, en queue de liste, il y a malheureusement un type de pouvoir un peu bizarre, un peu scandaleux pour Platon, qui est ce qu'il appelle le pouvoir du Dieu, quoi. C'est-à-dire le pouvoir du hasard, ça que ça veut dire, quoi. Bon, la démocratie. Démocratie, pouvoir du hasard, parce que, comme on sait, à Athènes, les magistrats sont non pas élus, mais sont tirés au sort. Donc voilà, donc il faut d'abord le pouvoir des égaux en tant qu'égaux, ça veut dire un pouvoir tout à fait étonnant, tout à fait incroyable, qui justement, en quelque sorte, va à l'encontre de tout ce qu'habituellement on considère comme la logique même du pouvoir. Bon, donc le sujet de la démocratie, c'est ça que ça veut dire. C'est pas le démos, c'est pas la population, c'est pas le corps électoral, c'est pas les plus nombreux, c'est pas la majorité, c'est pas les plus pauvres. Disons le sujet en quelque sorte, le démos, le peuple, le sujet de la démocratie, c'est vraiment la collectivité paradoxale de tous les gens qui n'ont pas plus de capacité à gouverner qu'à être gouvernés. D'une certaine façon, c'est le pouvoir exercé par ceux qui n'ont aucun titre à exercer le pouvoir. Et c'est ça, je crois, qu'il faut avoir en tête. C'est ça qui fait la singularité de la chose. Sans ça, ça devient disons, quelque chose d'un peu raplati, quoi, la démocratie. Bon, ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est l'idée même de pouvoir, quoi. En général, quand on pense pouvoir, on pense institution, on pense gouvernement, on pense assemblée, on pense tout ce qu'on veut, tout un système d'institutions, quoi. Or,
disons, faut penser pouvoir, disons, comme véritablement d'abord un exercice de capacité. Donc, pouvoir au sens de puissance de la collectivité des égaux à agir. Alors, c'est arrivé effectivement quelquefois historiquement, mais très rarement finalement, que ce pouvoir collectif des égaux se traduise sous forme d'institutions. Bon, effectivement, disons, bon, la démocratie antique, bon, c'est connu. Disons, il y a l'Assemblée du peuple. Bon, en même temps, le peuple, on sait que c'est pas tout le monde. C'est quand même, disons, une collectivité qui est limitée avec beaucoup d'exclus. Mais toujours-il que cette collectivité, en quelque sorte, c'est elle véritablement qui détient le pouvoir, qui est l'Assemblée, donc, et qui effectivement donc choisit des magistrats par tirage au sort pour un temps extrêmement court, et disons sous un contrôle quand même de l'Assemblée constant. Donc, on peut dire c'est vraiment une Assemblée qui est réellement souveraine, c'est-à-dire c'est vraiment le pouvoir de tous les gens dont aucun n'est plus que les autres, quoi. Et qui va donc par conséquent se choisir en quelque sorte des délégués, quoi, des magistrats, par tirage au sort, puisque si tout le monde finalement a même capacité, et présuppose avoir la même capacité, n'importe qui peut exercer, disons, les tâches exécutives qui sont décidées par l'Assemblée. Voilà. Bon. On peut dire que la démocratie comme un système d'institution, c'est ça, quoi. Alors, il est bien évident qu'on est à milieu de ça. Que, moi, je ne connais pas de pays, si vous voulez, au monde aujourd'hui, où, disons, la démocratie soit un système institutionnel, quoi. Alors bon, on dit démocratie représentative, mais parce que souvent avec l'idée, bon, oui, mais il y a trop de monde, à Athènes c'était bien, il n'y avait pas grand monde, vous pouvez rassembler tout le monde, maintenant il y a trop de monde, donc il faut que le peuple choisisse des représentants, et ainsi de suite, quoi. Mais c'est pas du tout ça que ça veut dire, représentation. Le système représentatif, originellement, c'est même le contraire. C'est même le contraire, à savoir, c'est pas les gens qui représentent le peuple et la grande masse, non. C'est les gens qui représentent les intérêts généraux de la société. C'est-à-dire essentiellement, précisément, les élites, les gens qui ont été éduqués, les propriétaires, les gens qui ont des intérêts à ce que la société tourne bien, bon, et ainsi de suite. Donc, il faut me dire, pour se rappeler que démocratie et représentation, à l'origine, c'est quelque chose de contradictoire. Le système représentatif a été pensé pour contenir justement la grande crainte, à savoir la démocratie comme le pouvoir des masses déchaînées, la tyrannie des majorités. Bon, après ça, effectivement, vous l'avez rappelé avec Tocqueville, il y a eu cette redéfinition de la démocratie comme une sorte en quelque sorte de condition sociale fondée sur l'égalité des conditions. Bon, c'est quand même un peu une plaisanterie parce que c'était pas du tout, disons, ce qui était le cas au temps de Tocqueville, mais simplement ça voulait dire en gros qu'une société où il n'y a plus des classes, en quelque sorte, il n'y a plus des ordres qui sont définis, disons, de manière statutaire, quoi. Bon, alors. Mais disons, il y a donc fondamentalement ce qui est sûr, c'est que disons la démocratie, ce que nous appelons aujourd'hui la démocratie, des démocraties, ça n'a rien à voir avec l'idée de la démocratie. C'était malgré tout le pouvoir des égaux chez nous, c'est en gros le pouvoir de se démettre de son pouvoir un peu tous les 5 ans en demandant à d'autres personnes, et malheureusement souvent à des politiciens professionnels, de faire le boulot pour eux, quoi. Or, on peut dire que démocratie et professionnalisation de la vie politique, c'est deux choses absolument contradictoires. Et même représentation aussi, c'est contradictoire. Représentation et professionnalité, quoi. Mais bon, donc se rappeler simplement que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au fond, la démocratie à l'âge moderne, elle existait et fondamentalement, je dirais, en fait, comme quelque chose qui vient en plus, comme quelque chose, comme sous une forme de contre-pouvoir. Bon, c'était déjà ça à l'époque des révolutions, en 89, en 48, à savoir que, voilà, à côté de l'Assemblée nationale, qui est quand même, disons, choisie parmi la classe éclairée, et ainsi de suite, il y a des contre-pouvoirs, il y a des clubs, disons, il y a des sociétés populaires, c'est pareil en 1848, il y a la République tout court. Ça c'est la République des royalistes, quoi. Et puis la République démocratique. Des républiques démocratiques où ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des sociétés populaires, qu'il y a des clubs, qu'il y a une presse populaire, qu'il y a toute une série de contre-institutions qui font que véritablement, c'est pas simplement un régime institutionnel, mais une forme de vie, une forme d'action et un pouvoir collectif, quoi. Bon, je crois qu'effectivement, on est un peu là, quoi, savoir que démocratie, chez nous, ça existe toujours un peu sous la forme de quelque chose comme un supplément. C'est-à-dire qu'il y a des moments où, il y a comme un peuple contre un autre. C'est-à-dire, il y a un système gouvernemental qui crée une certaine forme de peuple, et puis, régulièrement, on l'a vu un peu partout, dans un tas de pays du monde, depuis les années 2010 notamment, il y a des gens qui viennent dire, justement, à ces représentants, vous ne nous représentez pas, comme fameuse, disons,
interpellation à, disons, des gens de la Plaza del Sol à Madrid. Voilà, ça veut dire qu'on crée quelque chose comme un autre peuple. Et donc, démocratie, ça veut dire quoi d'abord? Ça veut dire le rassemblement de tous ceux qui, justement, ne sont pas plus forts que les autres, de ceux qui se rendent capables de ce dont ils n'étaient pas censés être capables. Quoi. Je crois que c'est ça. Pour moi, il faut toujours essayer, je pense, de ramener l'idée de démocratie vers l'idée d'une pratique, d'un pouvoir exercé collectivement par les égaux, et pas, d'une affaire de système électoral, de forme de gouvernement et de choses comme ça. Quoi. Bon, la troisième question est peut-être la plus compliquée de toutes, c'est qu'est-ce que l'émancipation? Et on aimerait bien que vous situiez l'émancipation aussi par rapport à des notions qui animent les gens qui veulent changer le système, qui veulent se libérer des dominations, qui luttent contre l'exploitation. Donc voilà, il y a plusieurs questions dans la question. Vous avez travaillé sur la notion d'aliénation au départ, du jeune Marx, puis sur celle d'exploitation. Vous avez réagi à la conception bourdieusienne de la domination. Est-ce que l'émancipation peut être considérée comme la sortie de l'aliénation, la sortie de l'exploitation, la sortie des dominations? Faut-il attendre une sorte de grand soir de fin des dominations pour s'émanciper? Bon, je sais que la réponse est négative, mais on aimerait vous entendre sur le sujet, bien sûr. Peut-être un peu pour se donner du courage quand on milite, quand on agit dans ces directions. Donc voilà, bon, il y a beaucoup de questions dans la question, j'en suis conscient. Bon, on essaye de répondre à autant de questions que possible dans la question. Je dirais que par rapport justement à la sous-question, quoi, si j'ose dire, je crois que le point essentiel, c'est de penser que l'émancipation n'est pas, disons, la conséquence, disons, ou la réaction simplement la réaction consécutive, ou à l'aliénation, ou à la domination, ou à l'exploitation. C'est-à-dire que l'émancipation, premièrement, n'est pas la conséquence, la conséquence un peu automatique finalement d'une forme d'oppression qui crée de la résistance, et ce n'est pas non plus une espèce de résultat qu'on espère atteindre lorsque on sera venu à bout finalement de toutes ces formes de suggestion qu'on appelle ou aliénation ou exploitation ou domination. Quoi. Ça, je crois que c'est quelque chose qui est fondamental. C'est-à-dire que, par exemple, l'émancipation, c'est pas simplement... j'ai beaucoup travaillé donc sur un petit peu l'historique des mouvements d'émancipation ouvrière. Quoi. L'émancipation, c'est pas simplement en quelque sorte la conséquence d'une aliénation. Quoi. Peut-être pas de sortie en quelque sorte. Bon. Si on prend le concept d'aliénation tel qu'il fonctionne chez le jeune Marx, ça se résume comment? Je suis très grossier bien sûr, mais enfin, on est obligé de l'être là. Hein, on n'a pas le temps. Le travail ouvrier, donc l'aliénation, disons les premiers textes, les textes des années 43-44, c'est quoi? C'est le travail ouvrier, il crée un produit, et ce produit, finalement, est en quelque sorte son essence, c'est son essence même qu'il met dans son produit, et puis ça devient en face de lui une espèce de puissance étrangère, le travail mort prend la figure de la puissance étrangère, la puissance du capital, et le capital, donc est en face de lui, mais en même temps, le capital, c'est à la fois la machine qui se retourne contre le travailleur, mais en même temps aussi, le travail, ce travail accumulé, aliéné, crée une richesse commune, une richesse d'un monde sensible commun, dont les travailleurs pourront, à terme, se rendre les maîtres. Et c'est un peu pareil avec le concept d'exploitation. L'exploitation, ça veut dire quoi? Disons l'idée que, au fond, l'émancipation serait quelque chose comme une espèce de conséquence lointaine ou une réaction en quelque sorte un peu comme presque automatique à l'exploitation. C'est-à-dire qu'effectivement, dans la vision marxiste classique, et là encore je suis très grossier, on peut dire que l'exploitation, elle crée trois choses en même temps. Quoi. Elle crée des forces productives, un développement des forces productives, puis un développement anarchique qui éventuellement crée crise et qui peut-être à un moment donné arrivera à l'explosion finale, mais elle crée en même temps bien sûr une situation de débat
dépossession des travailleurs, donc un moment où ils ne peuvent plus, en quelque sorte, supporter leur situation, ils sont obligés de prendre conscience de ce qui leur arrive et de se révolter. Et puis, troisième chose, au fond, l'exploitation est censée aussi créer, en quelque sorte, une science du développement, une science du développement même de l'histoire, qui va, bon, en quelque sorte, permettre, disons, de comprendre comment fonctionne le système, qui va permettre d'armer les travailleurs, il va permettre, disons, de penser la réorganisation d'un monde futur. Oui, d'une certaine façon, au fond, l'émancipation serait le résultat d'une conjonction de ces trois effets, quoi, à savoir développement des forces productives, développement de la science et développement, de l'action collective des travailleurs devenus conscients de leur situation, quoi. Bon, par rapport à ça, disons, de mon point de vue, on peut dire que Bourdieu est quelqu'un celui qui met un peu le point final à tout ça, quoi. C'est-à-dire, avec la domination, en gros, ce que dit Bourdieu, c'est la domination, en gros, ça crée de la domination, quoi. C'est-à-dire que la domination, ça, disons, ça va créer, des formes diverses de capital économique, culturel, des investissements divers, aussi différentes formes de capital, des habitus, des manières d'incorporer telle ou telle forme de capital, ou son absence, ou l'illusion de ce capital. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que, disons, l'émancipation, donc la science, elle va pouvoir connaître tous ces jeux un petit peu, disons, d'investissement de capital, d'illusion, d'habitus, et ainsi de suite. Donc elle pourra l'apprendre éventuellement aux gens, quoi. Mais bon, disons, c'est le mieux qu'elle pourra faire, quoi. C'est-à-dire que elle va éventuellement, apprendre effectivement aux dominés un petit peu, à comprendre un petit peu leur situation, mais elle va pas leur apprendre à leur transformer. Elle n'est pas là, disons, elle a pas le pouvoir en quelque sorte de fonder une action collective et moins encore un projet de société future. Donc je dirais qu'avec moi, ce qui m'intéresse un petit peu, c'est dans ce moment Bourdieu, c'est le moment où malgré tout la science dit aux gens on ne peut pas pour vous tout ce qu'on a cru qu'on pouvait, quoi. C'est-à-dire que parce qu'on peut vous apprendre en quelque sorte d'une certaine façon à ne plus être malheureux avec votre habitus. On peut vous apprendre, si vous êtes un peu pauvre, dominé, culturellement inférieur, à ne plus se sentir humilié. Mais bon, pour ce qui est de la libération, c'est autre chose, quoi. Bon, ce que je veux dire un petit peu de cette espèce de vision très très panoramique par rapport aux trois concepts que vous m'avez proposés, c'est que l'émancipation, c'est pas un résultat. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui est produit, disons, lointainement par la logique même de l'aliénation ou l'exploitation ou la domination. C'est quelque chose qui suppose, au fond, précisément un arrachement originel, quoi. Et bon, l'émancipation, on sait que justement, dans les temps modernes, elle se définit par rapport à la définition classique. La définition classique, c'était l'émancipation. C'est le maître, c'est le père, qui libère l'esclave ou le fils de sa dépendance. On peut dire que vraiment l'idée d'émancipation s'est développée dans les temps modernes et surtout à partir du 19e siècle comme auto-émancipation, c'est-à-dire l'émancipation pas comme un résultat. C'est pas quelque chose à quoi on arrivera plus tard, c'est pas la fin de la domination, c'est le début de la lutte contre la domination. Donc, ça veut dire quoi? Que l'émancipation, c'est d'abord un travail, c'est d'abord un processus, au fond, on peut dire, d'arrachement, quoi. C'est-à-dire que, si je prends les textes ouvriers sur lesquels j'ai travaillé, des textes ouvriers des années 1830-1840, au fond, on peut dire que la première tâche, en quelque sorte, des ouvriers qui veulent s'émanciper, c'est de devenir une autre sorte d'ouvrier. C'est-à-dire qu'on ne peut plus être finalement le type d'être ouvrier que requiert le mécanisme même de la domination, quoi. Donc on essaye de briser en quelque sorte la logique qui fait de vous quelqu'un qui est habitué à l'exploitation, façonné par l'exploitation, habitué en quelque sorte à une espèce de position. Donc voilà, d'une certaine façon, ça veut dire une rupture. Et ce livre que vous avez cité s'appelle La Nuit des prolétaires, c'est parce qu'il s'agit de ça, qu'il s'agit de cette espèce de grande rupture qui va s'articuler autour du rapport même entre le jour et la nuit, quoi. Il y a disons un sort normal du travailleur qui est défini par le fait que le jour il travaille et puis la nuit il se repose et puis le lendemain ça repart, quoi. Or l'émancipation ça commence par la décision le soir de ne pas dormir.
le moment où on devrait dormir, on décide de le consacrer à lire, à écrire, à se réunir, à faire des journaux ouvriers, ou toutes sortes de choses comme ça, quoi. Donc, ça veut dire toute une espèce de travail qui est d'abord un travail sur soi pour devenir une autre sorte d'ouvrier. Bon, j'ai travaillé sur notamment donc sur les textes du menuisier Goni, que j'ai publié dans un livre qui s'appelle Le philosophe plébéien, que je vous recommande tout particulièrement. Ça me rapporte rien, mais enfin, je crois que c'est vraiment important, parce que souvent, disons, les gens lisent mes textes, mais ils lisent pas les textes de Goni. Donc, ils lisent ce que j'en dis, mais ils lisent pas les textes eux-mêmes. Alors, c'est des textes quand même assez étonnants, quoi. Et donc, il construit toute une espèce d'éthique, on peut dire, de l'existence, destinée à quoi? Destinée à faire que maintenant, au fond, tous les actes par lesquels simplement on gagne de l'argent deviennent aussi des actes par lesquels on gagne de la liberté, quoi. Et bon, il crée donc toute une espèce de contre-économie qu'il appelle l'économie cénobitique, donc l'économie des moines, quoi. C'est-à-dire comment apprendre finalement à se restreindre, pour justement gagner en liberté ce qu'on perd, peut-être ce qu'on perd en bien, mais ça veut dire aussi précisément gagner une liberté par rapport, disons, au système, disons, qui aussi définit votre condition de consommateur. Ça veut dire, au fond, ne plus être dépendant de quelque sorte de la contrainte économique. Voilà, donc l'émancipation, véritablement, je pense que c'est d'abord ça, quoi. C'est-à-dire c'est un mouvement par lequel on n'adhère plus à l'identité sociale qui est la vôtre, on n'adhère plus finalement à toutes les manières d'être qui sont liées à cette identité elle-même. Bon, ouais. Donc émancipation intellectuelle, on a déjà parlé de Jacques Otto, donc de l'émancipation intellectuelle. Voilà, ça revient un peu aussi à ça, c'est-à-dire au fait que, encore une fois, l'inégalité, c'est pas une inégalité au sens, il y en a plus qu'il y en a qui en ont moins, c'est qu'il y a tout un système, en quelque sorte, où on peut dire qu'on est prédéterminé, et puis on décide de rompre avec ça, on décide de rompre avec la logique du système. Bon, voilà en gros ce que je pourrais dire par rapport à votre question. Vous n'avez pas l'air content, mais je vous... Non, mais on n'est pas là pour être content. Au contraire, plus vous nous bousculez, plus on sera content, d'une certaine façon. Une question qui vous a été posée hier soir et qui vous demandera de prolonger un petit peu ce que vous venez de dire, c'est est-ce qu'on peut s'émanciper individuellement? Y a-t-il besoin de collectif pour s'émanciper? Et y a-t-il besoin d'action collective? Ok, bon, c'est pas un problème. Oui, je pense que disons, il y a toujours une espèce de façon de penser. Bon, cette histoire-là, l'émancipation, les types deviennent autres que ce qu'ils étaient, mais quoi, ça c'est de la promotion individuelle, c'est l'exploitation du capital humain à l'américaine, ou au mieux, c'est les transclasses, voilà. Bon, c'est que maintenant les transfuges de classe, c'est un gros truc, et pour les sociologues, et pour la littérature, et pour l'opinion publique, quoi. Bon, et pour moi, l'instant, c'est pas en transclasse, en gros, c'est la traduction un peu triste et un peu terne de finalement émancipation, de émancipation sociale. D'une certaine façon, c'est la chose vue simplement comme la montée en conditions sociales. Non, disons l'émancipation, si on prend ça au sérieux, et moi donc je le prends au sérieux à partir encore une fois des textes sur lesquels j'ai travaillé, ça veut dire que véritablement on essaye de créer une autre sorte de richesse commune, de monde commun que celui qui est en quelque sorte qui est organisé par la domination, qui est organisé par l'inégalité, quoi. Et bon, et ça, d'une certaine façon, ça veut dire une espèce d'entrelacement de l'individuel et du collectif, quoi. Parce que bon, là, je crois qu'encore, la plupart des mouvements socialistes, des idées gauchistes, etc., sont restés contaminés par, en fait, l'idéologie contre-révolutionnaire. L'idéologie contre-révolutionnaire, ça consistait à dire quoi? Dans le temps, la société, donc Ancien Régime, c'était bien, il y avait des communautés vivantes, les ordres, les classes, les corporations, l'Église, tout ça vous protégeait. Et
puis la Révolution, ça a fait des individus comme ça isolés, ou riches et égoïstes, ou malheureux et perdus, et ainsi de suite. Donc, il y a toujours cette espèce d'idée que l'individuel, c'est le mauvais, quoi. C'est vraiment l'égoïsme, l'horrible, quoi. Et puis le collectif, ça c'est le bon, il y a la solidarité, on se serre les coudes. Excusez-moi, je sais pas du tout pour critiquer coude à coude. Hein. Je pense qu'il faut être coude à coude, il faut être coude à coude, mais pas sur la base, sur la base cette espèce d'opposition comme ça qui est quand même un peu trafiquée, quoi. Donc, bon, je crois que ce qu'il faut toujours penser, c'est qu'il n'y a pas d'un côté l'individuel et de l'autre côté le collectif. C'est-à-dire qu'une certaine manière d'être individu crée une certaine manière d'être collectif, quoi. Et bon, si je pense justement un petit peu à ces ouvriers dont je parle des années 1830, c'est quoi? C'est quand même des gens qui, ils viennent de loin, ils viennent de la campagne, ils viennent de la province, c'est-à-dire qu'ils s'arrachent à une certaine manière d'être collectif, à savoir plus précisément, un type de communauté familiale, élargie, en même temps d'une espèce de communauté un peu immobile, éventuellement protégée par les puissances locales et ainsi de suite. Et puis ils arrivent à Paris, ils arrivent dans une grande ville, ils sont isolés, ils sont perdus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont créer en quelque sorte un autre type de collectivité, un autre type finalement de liens sociaux, qui sont des liens d'affinité, qui sont des liens de sensibilité, d'idées, d'indignation, d'espoir, qui sont partagés, quoi. Et parce que fondamentalement, être émancipé tout seul, c'est pas quelque chose de gai, quoi. C'est-à-dire être celui qui s'est arraché à sa condition tout seul. On a connu ça. Enfin, moi j'ai connu ça. Effectivement, il y avait dans tel endroit, il y avait un type qui était l'ouvrier conscient, le type qui était rendu compte de l'émancipation, rendu compte un petit peu la situation, etc., qui s'était cultivée, et puis tous les autres, ils étaient là, ils sont un peu malheureux à se chercher une affiliation, à se chercher, parce que les autres c'était des crétins, quoi. Ça sert à rien d'être émancipé si on est celui d'émancipé dans le monde des crétins et puis dans le monde de ceux qui restent comme ça à Vachy, quoi. Je dirais d'une certaine façon, l'émancipation, ça suppose qu'on a envie de faire société. Alors on fait société de différentes manières, c'est-à-dire qu'on fait société dans des luttes, mais on fait société éventuellement en créant un journal, disons une association, un club, il y a toutes sortes de manières, je dirais, de faire société. Et les ouvriers dont je parle, au départ ils font société, ils sont un petit groupe, ils se réunissent, on discute des théories sociales, on commente les lettres des uns et des autres, on s'écrit les uns aux autres, et puis après ça, il y en a d'autres qui commentent les lettres que vous avez écrites. Alors, on peut dire que c'est pas politique, mais c'est une manière déjà d'être ensemble, de partager en quelque sorte, un mouvement d'émancipation. Après, ça devient autre chose, ça devient, des associations ouvrières, ça devient des mouvements coopératifs, ça devient des syndicats, des partis, une série d'associations, et ainsi de suite, quoi. Mais je veux dire que, là encore, il ne faut pas dire, il y a des gens qui se réunissent, simplement pour lire des poèmes, ça c'est nul, quoi. Et puis s'ils se réunissent pour se combattre, ça c'est bien, quoi. J'ai toujours essayé de dire qu'il y avait quand même une espèce de forme un petit peu de racisme, en quelque sorte anti-dominé, à savoir toujours l'idée que c'est bien quand ils luttent. S'ils font autre chose que lutter, c'est vraiment, ils sont pas intéressants, quoi. Et c'était déjà ça un petit peu. Moi, j'ai travaillé beaucoup sur la poésie ouvrière, les années 1830. Il se crée tout un mouvement de poésie ouvrière. On voit bien que même si ces poètes-là, ils ont pas de conscience politique particulière, ça fait partie d'une espèce de mouvement de gens qui décident de venir un peu au jour, de sortir un peu de certaine manière d'être ouvrier, quoi. Alors après ça, on peut vous dire, mais ça c'est rien, ils sont nuls, c'est individualiste, et puis en plus leur poésie elle est vraiment mauvaise. Ils devraient faire des chansons populaires, ils font de la grande poésie, c'est vraiment pas ce qu'ils doivent faire. Je veux dire que j'ai essayé de La Nuit des prolétaires, c'est un livre quand même pour dire un peu aux gens un peu comme moi, c'est bien, vous aimez bien les ouvriers quand ils bougent, quand ils luttent, quand ils travaillent. Mais s'ils se mettent à penser et à écrire, vous trouvez que ça n'est pas intéressant. Effectivement, vous avez, je pense, j'ai essayé de dire, oui, disons, l'action ouvrière collective, c'est d'abord aussi, c'est en même temps une révolution intellectuelle. Merci. Alors c'est peut-être le moment de parler un peu d'éducation populaire, de voir si les principes que vous définissez sont convergents, compatibles. Vous êtes bon gré, peut-être malgré vous, une référence dans l'éducation populaire, de même que Bourdieu, avec cette tension entre la domination et l'émancipation. Alors, j'aimerais demander à Marie si elle peut dire comment elle conçoit l'éducation populaire et que vous puissiez également
vous prononcer, peut-être pas sur la pratique. Hein. Il y a beaucoup de praticiens, d'acteurs de l'éducation populaire dans la salle qui font des choses dont vous venez de parler, parce que il y a aussi des ateliers d'écriture, il y a des choses très très proches de ce que vous venez de prendre comme exemple, et pour lesquels l'éducation populaire n'a évidemment aucun mépris, au contraire, elle en est à l'origine, souvent. Donc voilà, Marie. Alors, je vais essayer de relever le défi. J'avoue qu'il est assez conséquent, mais effectivement, la question tout au long de votre intervention recoupe beaucoup de sujets dont on traite et qu'on essaye d'aborder dans l'éducation populaire. Et je pense que beaucoup pourront en témoigner, y compris par des actions directes. Mais forcément, la question de l'entrée en discussion, c'était qui m'a interrogée, moi, quand j'ai lu et essayé de préparer cet après-midi. C'est y compris ce que vous avez écrit par ailleurs et pas discuté ici, mais c'était en gros que l'institution, en tout ce qu'elle recoupe et que vous avez décrit aujourd'hui, ne peut pas être le cadre de l'émancipation, puisque l'émancipation serait finalement un process qui n'est pas dans un cadre, qui intervient à un moment donné où on le décide parce que les conditions sont réunies. Et donc de fait, je me trouve un peu en porte-à-faux, puisque mon rôle est bien de représenter une institution et de trouver les espaces de cette émancipation, de faire en sorte qu'elle soit possible à un moment donné, et effectivement de la rendre possible quand on y est prêt et quand les conditions sont réunies. C'est un sacré coup que vous portez quand même à la question de l'éducation à part entière, hein, dans votre discours. L'éducation nationale, comme on la connaît, c'est aussi ça que nous, on doit porter quand même à bout de bras, comme un espace non pas des apprentissages forcément, mais un espace où on permet la compréhension des dominations et qu'on en donne les moyens de les dépasser, et si ce n'est quand on a 9 ans, en tout cas, à un moment donné, d'être capable de s'emparer de ces acquis pour sortir de ses propres dominations et de ses alignations. Moi, je pense quand même. Et j'ai lu dernièrement beaucoup une philosophe qui parle d'éducation féministe sur la question de réunir les conditions de l'émancipation pour atteindre l'égalité, et que sur les champs notamment de la compréhension des dominations patriarcales, quand même la question de l'éducation des filles et notamment des conditions d'inégalité intrinsèques liées à sa condition font que de fait il y a des champs qui sont empêchés de fait parce que il y a un système de domination qui est inclus, et donc cette égalité des intelligences, il est finalement pas possible et pas travaillé dès le départ, de fait que l'on ait de fait des questions de genre, mais parfois d'autres situations plutôt sociales. Donc la question qui nous traverse, elle est bien celle-là, c'est comment est-ce que nous, en tant que ville, dans mon cas, et en tout cas acteur d'une politique publique, je peux ouvrir les espaces de cette émancipation et permettre finalement d'ouvrir des champs en dehors de ceux qui sont attendus par l'institution. Comment est-ce que, en dehors de l'éducation nationale, après, on est capable de permettre d'ouvrir ces espaces? Et effectivement, dans la deuxième saison des rencontres de l'éducation populaire, Michel, auquel tu as dû assister, on avait traité de cette question du collectif comme espace de transformation et espace à terme de volonté de transformation sociale. Et c'est pour ça que Yves Fabrega, que je vais citer ici, il disait: moi, mon rôle n'est pas finalement d'empêcher un jeune de jeter des cocktails Molotov sur une voiture, ce qu'attend un peu la politique de la ville, par exemple l'institution, l'État, mais finalement je suis ici pour lui permettre de comprendre pourquoi il le fait. Et c'est ça aujourd'hui sur lequel nous on est aussi en nécessité de transformer cet acte comme un acte collectif de changement radical du système, y compris démocratique. Alors sur notre chemin on a des outils, hein, notamment celui de l'éducation populaire, puisque de fait l'éducation populaire est quelque chose de protéiforme qui a été y compris un outil pour les syndicats ouvriers, hein,
d'apprentissage et d'espace collectif de lutte, mais surtout d'apprentissage collectif et qui nous permet de savoir effectivement comment, par la participation, on arrive à retrouver des espaces de légitimité et des espaces de retrouver sa place de citoyen derrière, avec cette ambition finalement de changer peut-être le cadre démocratique dans lequel on agit, puisqu'il ne répond pas aux conditions sociales qu'on souhaite modifier. J'ai l'impression que vous voulez réagir, donc je vais vous laisser... Non, il faut réagir, bien sûr, parce que je suis là pour ça. Mais bon, non, je voudrais simplement dire, bon, au fond, il y a bon, encore une fois, moi, j'ai pas travaillé sur la question. Disons, on me demande de parler en tant que quelqu'un qui a pu réfléchir non pas sur disons, sur les pratiques aujourd'hui et comment les changer, mais finalement sur les problèmes de fond qui soutiennent ces pratiques. Bon, quelles sont les options de fond, quels sont les problèmes de fond qui soutiennent ces pratiques. Et je dirais, je suis obligé de dire que forcément il y a partout de la contradiction. Et effectivement, malgré tout, la question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire avec la contradiction et au sein des contradictions, quoi. Bon, je crois qu'effectivement, la première contradiction, c'est quand on parle d'éducation populaire. L'éducation populaire, ça implique deux idées de peuple, quoi. C'est-à-dire l'éducation populaire, c'est le peuple en tant que ceux qui précisément sont exclus de l'éducation. C'est un peu, sont les laissés pour compte, ceux qui n'ont pas été à la bonne école, ceux qui n'ont pas appris à l'école. Voilà, je veux dire, d'un premier sens d'éducation populaire, on s'adresse un peu, disons, aux défavorisés, aux déshérités. On s'adresse à ceux qui n'ont pas, disons, bénéficié véritablement de l'éducation. Et puis on va essayer de travailler, disons, de combler en quelque sorte ce manque. Ça, c'est un premier sens du terme d'éducation populaire, où on peut dire le peuple, c'est ceux auxquels on s'adresse. C'est un peu quand même, malgré tout, comme les mauvais élèves, on essaye de rattraper comme dans le rattrapage scolaire, quoi. Ça, c'est le premier sens d'éducation populaire. Bon, c'est pas évidemment le plus gratifiant. Et puis il y a le deuxième sens d'éducation populaire, qui est plutôt ce qui est dans votre discours là, à savoir, éducation populaire, ça veut dire on éduque, non pas on éduque le peuple au sens des mal éduqués, quoi, mais on éduque au sens où on forme un certain peuple. On forme un certain peuple, c'est-à-dire qu'on essaye précisément de constituer un certain type de peuple, c'est-à-dire de gens qui sont conscients du monde dans lequel ils vivent, conscients des situations de domination, d'inégalité, qui sont, disons, qui ont l'énergie, à la fois la conscience de leurs droits, la conscience du droit de tous, et puis l'énergie, et puis l'énergie finalement pour agir dans ce sens, quoi. Donc voilà, il y a ces deux idées finalement de peuple, en quelque sorte le peuple comme, disons, un peu les déclassés qu'on essaye un peu de rattraper, quoi, et puis le peuple comme, disons, non pas ceux à qui on s'adresse, mais ceux, disons, mais ce qu'on essaye de faire, parce que le type de collectivité qu'on essaye de construire. Alors évidemment, il y a toujours un petit peu cette espèce de tendance à essayer de concilier les deux, quoi, à savoir on s'adresse au mauvais peuple, quoi, celui qui n'a pas été bien éduqué, pour essayer de le transformer en quelque chose comme un bon peuple, un peuple, disons, qui est conscient des mécanismes, qui est conscient que ça ne sert à rien de lancer des cocktails Molotov et qui veut mieux essayer de comprendre la dynamique du capitalisme et la dynamique, disons, des pouvoirs et ainsi de suite, et les droits du citoyen. Voilà, donc il y a toujours ça, quoi. On essaye, au fond, de concilier, quoi, c'est-à-dire, au fond, l'éducation populaire, on transforme un mauvais peuple, on peut dire, pour être encore une fois très rapide, évidemment, et très grossier, en une sorte de bon peuple, quoi. Bon, je crois que derrière cette conciliation, malgré tout, disons, il y a quelque chose comme une espèce de... Voilà, un petit peu de refoulé d'ailleurs, auquel vous avez fait allusion, à savoir que, il y a un moment où on ne se posait pas la question d'éducation populaire, en ces termes. On ne posait pas pourquoi, parce que l'éducation populaire, c'était d'abord l'éducation que précisément, disons, les défavorisés, les déshérités, se donnaient eux-mêmes. L'émancipation ouvrière, c'est la forme sous laquelle, précisément, on peut dire le peuple de ceux qui n'ont pas été à l'école, ou qui n'y ont pas été longtemps, qui sont comme exclus du monde, de la culture, se donnent eux-mêmes les moyens qui leur ont été refusés. Ils se donnent précisément pas sous la... Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils se donnent activement, quoi. C'est-à-dire ils ne sont pas là simplement à recueillir disons l'apport que leur font les autres, mais finalement ils entrent
ils entrent sans autorisation sur le territoire des autres, ils volent en quelque sorte aux autres ce capital, disons, de savoir, d'éducation, éventuellement esthétique, qu'ils possèdent. Bon, il y a ça au départ, bon, cette espèce de lien très fort entre émancipation populaire et autodidaxie, quoi. Et bon, et puis, disons, bien sûr, après, il y a toutes les formes de systématisation, à savoir toutes ces formes, disons, d'auto-éducation que se sont données, disons, les institutions ouvrières depuis le milieu du 19e siècle, à savoir, bon, oui, les associations ouvrières, les coopératives, les journaux ouvriers, les formes d'universités populaires, pour toutes sortes de clubs, bon, les théâtres prolétariens, clubs photographiques, ouvriers, que sais-je encore. Voilà, donc il y a un moment, on peut dire, où, oui, disons, le mouvement ouvrier institutionnel n'a pas eu besoin qu'on lui apporte la culture. D'une certaine façon, il s'est organisé comme, voilà, disons, une auto-institution, une espèce de forme d'auto-éducation du peuple, quoi. Bon, après ça, il est arrivé ce qu'on sait, quoi. C'est-à-dire, effectivement, quand l'éducation, c'est-à-dire que tout le monde va à l'école jusqu'à 18 ans, vaille que vaille, quoi. Bon, l'autodidaxie, effectivement, forcément, ça se réduit, quoi. Et puis, évidemment, il y a cette espèce de, disons, un petit peu d'affaissement, d'affaiblissement continu, de toute cette collectivité ouvrière organisée, bon, qui fait quoi? Qui fait qu'effectivement, bon, disons, les formes de l'éducation, bon, en gros, malgré tout, c'est quand même l'État qui le prend en charge, de même que, bon, les formes de la culture, elles sont largement, malgré tout, prises en charge et par l'État et par le capital, c'est-à-dire que, véritablement, tout ce qui était, on peut dire, auto-éducation, bon, est un petit peu, disons, bon, en berne, quoi. Et c'est quand même dans ce contexte-là que se reproduit la question de l'éducation populaire, sous cette forme où, effectivement, malgré tout, ce sont des gens qui sont, si on peut dire, du bon côté, qui se disent il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut qu'on fasse quelque chose pour recréer l'équivalent de ce qu'a été cette espèce d'auto-éducation populaire qui est perdue, quoi. Alors, effectivement, avec cette espèce de tension qui est absolument immanente, quoi, à savoir que, au fond, l'éducation populaire est quelque chose comme une force, quelque chose comme une forme, on peut dire, de substitut on peut dire en gros à l'auto-émancipation populaire, quoi. C'est quand même ça le problème, quoi. Et bon, avec effectivement cette espèce de problème qui est absolument lancinant, mais voilà, on est ceux qui, d'en haut de l'institution, de l'école, de l'université, du haut du savoir, ou avec notre pouvoir, essayons de recréer une forme, dire, voilà, de vie populaire et culturelle, de vie éducative, on peut dire populaire, qui n'existe plus. Et bon, avec effectivement toujours cette espèce de tension en quelque sorte, où voilà, on sait pas très bien quoi faire, et par rapport à ça, bien sûr, disons, l'idée d'émancipation crée des problèmes. C'est-à-dire l'idée d'émancipation, comme précisément, on peut dire qu'en même temps, elle est toujours là comme une exigence, et en même temps qu'il n'y a plus véritablement le collectif qui l'a portée. Voilà, c'est-à-dire que quand on est, disons, effectivement, bon, disons, responsable culturel, responsable de la culture, responsable d'une association d'éducation populaire, de culture populaire ou que sais-je. Voilà, on est dans cette espèce de tension où l'émancipation vient vous dire attention, Jacques Otto l'a dit, il ne s'agit pas d'instruire le peuple, il s'agit de lui apprendre à s'émanciper lui-même, ou il ne s'agit pas de venir porter la bonne parole au peuple, il ne s'agit pas de fournir du savoir, et plus grave encore finalement. Justement, il y a un problème dans l'idée même d'émancipation. C'est-à-dire que l'émancipation, c'est-à-dire on suscite une espèce de capacité. C'est-à-dire qu'on met les gens en situation, on pourrait dire, de prendre conscience de leur capacité, qui est celle de tous, et d'en faire quelque chose, quoi. Simplement avec un problème, c'est que une fois que cette capacité est, on peut dire, éveillée, on ne peut pas déterminer ce qu'elle va pouvoir, quoi. C'est pour ça que, bon, au fond, il y a cette espèce toujours un peu de tension, à savoir que l'éducation populaire, bon, vous l'avez rappelé tous les deux, voudrait en quelque sorte que l'émancipation conduise en même temps les gens à prendre conscience d'une certaine situation sociale, à prendre conscience d'une certaine manière, à devenir un petit peu des combattants pour le droit, des combattants pour la démocratie, des combattants pour le socialisme. Mais
le problème, c'est que l'émancipation en elle-même, bon, elle promet rien. L'émancipation, c'est aussi, et c'est ça bon, quand même, qui complique les choses, ça veut dire qu'on essaye de produire un certain type de situation dans lequel, justement, il n'y a plus les moyens et les fins. Quoi. Bon, disons, c'est un peu toujours ce que dit Jacques Cotto, quoi, savoir, quand quelqu'un est émancipé, qu'est-ce qu'il fera après? C'est son affaire. On peut pas dire on va éduquer les gens pour qu'ils deviennent des militants, démocrates, socialistes ou ainsi de suite. À ce moment-là, d'une certaine façon, on contredit la logique de l'émancipation. Donc voilà, je crois que bon, il y a cette tension. Quand je dis cette tension, ça ne veut pas dire c'est un truc, c'est foutu, il n'y a rien à faire, et ainsi de suite. Mais ça veut dire que il faut apprendre finalement à vivre dans cette tension, quoi. Bon, ce qui veut dire notamment pour un petit peu tous les gens qui sont par ailleurs des gens qui ont fait leurs études, qui sont universitaires, qui sont qui ont appris, qui savent tout sur la domination, tout sur l'exploitation, même tout sur l'émancipation, d'une certaine façon, quoi. Disons, ils vont pas simplement émanciper les gens en leur donnant leur savoir. Ils vont émanciper les gens si eux-mêmes sont capables de s'émanciper. C'est pour ça, bon, je crois que c'est quelque chose qui est important, toujours de penser que l'émancipation, des dominés, c'est d'abord l'émancipation de ceux qui sont en position dominante. Quoi. Bon, j'ai écrit un livre qui s'appelait Le spectateur émancipé, quoi. Bon, qui était un livre en même temps qui était un peu, disons, le titre était un peu tordu, quoi, parce qu'il ne s'agissait pas de dire, justement, de montrer aux artistes comment émanciper les spectateurs. Il s'agissait de leur dire, attention, vous pensez toujours, vous artistes, comme des professeurs en émancipation, quoi. C'est-à-dire, vous créez des pièces de théâtre, des mises en scène, des installations, des choses comme ça, qui vont apprendre aux gens les mécanismes sociaux, qui, de même coup, vont en faire des militants, et, disons, conscients, militants, et ainsi de suite. Et ça fonctionne pas comme ça, quoi. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait un regard libre, finalement, sur ce que vous faites, vous. Il faut à la fois donc que vous ayez une espèce de liberté, et que vous détachiez votre position un petit peu de professeur, quoi, pour que celle qui est en face, disons, soit en quelque sorte aussi libéré de la position de l'élève, libéré de la position de celui à qui on apporte quelque chose. Donc voilà, je pense que l'émancipation, elle est double. C'est ça un petit peu le problème de l'émancipation populaire, quoi, c'est qu'il faut s'émanciper soi-même de la position de prof. Si on arrive avec son savoir, comme une forme d'expérience particulière qui va s'échanger avec d'autres formes d'expérience. C'est pour ça que je crois qu'effectivement, quand on parle d'espace, oui, ouvrir des espaces, justement, c'est pas des espaces où il y a des gens qui apprennent aux autres quelque chose, quoi. C'est des espaces où peuvent se rencontrer des expériences de toutes sortes, disons des chemins de toutes sortes par lesquels des gens, bon, qui peuvent être profs, qui peuvent faire toutes sortes de métiers, qui peuvent être, quasiment rien du tout dans la société. Et voilà, le problème, pour moi, c'est quand même cette espèce, en quelque sorte, je dirais, d'expérience, d'apprentissage mutuel. Et en même temps, bon, et on sait bien qu'il y a aussi l'autre péril, à savoir, il y a ce discours qu'on a connu qui disait, maintenant, il n'y a pas la culture, et puis on la donne aux autres, la culture, tout le monde a ses cultures, bon, alors, tout est culture, mais ça revient au même, d'une certaine façon, quoi, à savoir que, finalement, tout est culture, donc il n'y a plus rien à faire. Donc, je crois qu'il y a effectivement cette espèce de difficulté, c'est-à-dire de penser non pas l'éducation des pas éduqués, non pas l'éducation pour un résultat donné, parce que toute émancipation suppose qu'on ne sait pas ce qui va arriver. L'éducation nationale, précisément, c'est, on sait les résultats qu'on doit obtenir à chaque étape, et on le sait de plus en plus, parce que maintenant, bon, il y a le classement de Shanghai, il y a les normes PISA et compagnie, ce qui fait que, voilà, je dirais, toute transmission de savoir, en quelque sorte, est précédée, on peut dire, par l'effet qu'elle doit produire. L'émancipation, c'est on transmet quelque chose qui n'a aucune finalité, disons, qui ne peut pas avoir une finalité pour finalement créer de la liberté. On ne crée pas de la liberté en disant on va libérer les gens, mais ils vont faire ça. Non, on ne sait pas ce que vont faire les gens quand ils sont libérés. Donc voilà, on a cette espèce de, je dirais un peu de situation, on peut dire d'expérimentation, quoi. Bon, j'ai dit... J'essaie de dire déjà un peu l'émancipation, ce que j'ai de dire hier, quoi, c'est on essaye de faire quelque chose qu'on ne sait pas faire, quoi. Disons, l'ordre normal des choses, c'est on fait ce qu'on sait faire. Et puis l'émancipation, la liberté, on entre sur un terrain où on ne sait pas très bien ni ce qu'il y a à faire, ni comment le faire. Et voilà, c'est ça. Bon, on est dans un espace d'expérimentation, et c'est vrai que c'est un problème, et c'est le défi. Mais je crois qu'il faut, il faut avoir conscience véritablement de tous les paradoxes en quelque sorte qui entourent ce projet, quoi.
Non, je veux juste réagir sur une petite chose, mais parce que je pense qu'effectivement, aujourd'hui, l'éducation populaire est traversée notamment sur cette idée d'apprentissage entre pairs et de sortir de ce côté descendant, effectivement, et de savoir comment est-ce que, par l'expérience et le faire avec, on arrive à ouvrir ces espaces de liberté et d'émancipation que vous décrivez. Je pense qu'effectivement, c'est des choses qui traversent fortement les acteurs de l'éducation populaire pour ne pas être dans ce rapport-là. Et moi, j'ai tendance à effectivement à essayer de sortir de cette notion d'éducation populaire comme une question de réussite et d'apprentissage pour offrir finalement les conditions d'être ce qu'on a envie, enfin de ce qu'on est, d'être à sa juste place quelque part et de trouver son chemin personnel. Je suis pas sûre qu'on en ait tout à fait toujours les codes et les outils, ça j'en ai bien conscience. Mais je pense que dans cette réflexion-là, les acteurs de l'éducation populaire, ils sont très attachés à essayer de sortir de ce côté descendant et notamment, puisque vous parlez de spectateurs émancipés, sur la question du rapport au spectacle, il y a une belle initiative notamment portée par le Centre de formation du jeune spectateur d'Avignon pour sortir de ce rôle de médiateur, de quelle manière on se positionne devant une œuvre en tant que père et comment est-ce qu'on se forme ensemble à aller voir une pièce et à revenir après la pièce pour retravailler le sujet. C'est des choses qui effectivement sont aujourd'hui des belles expériences qui nous permettent d'appréhender et de toucher ce qu'il faudrait qu'on arrive à démultiplier et qu'on n'a pas forcément les outils pour faire. On va rentrer dans la deuxième heure et on va donc laisser la parole à la salle, parce qu'il y a